Pour parler? Oui, voilà, pour parler. Pour parler. Pour parler. Écoutez Thérèse, je n'aime pas dire du mal des gens, mais effectivement elle est gentille. C'est, j'en ai marre. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Très bien, je vais essayer. Non, n'essaie pas. Fais-le. J'ai déjà vu des faux culs, mais vous êtes une synthèse. Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Oh, dur, c'est pas le pied. Encore? Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires de pieds? Tout est une plaisanterie pour vous. Tout ce qui est drôle. Diable, les misérables têtes d'œufs qui ont inventé les pourparlers. C'est sûrement les Français. Bonjour à vous. Bonjour. Salut à tous. Hello. Bienvenue dans cet épisode spécial Mission Impossible pour la sortie du dernier volet officiel de cette saga, Mission Impossible 8. Ça. Donc on va essayer de revenir un peu sur toute la saga en général avant d'aborder le dernier film. Et le cas Tom Cruise. Et le cas Tom Cruise, évidemment. Allumez la mèche. Alors, quel est votre rapport avec la saga Mission Impossible, déjà? Première question. Et puis Tom Cruise. Novice, nous, avec Michel. Novice avec Michel. Nous, on est les stagiaires. Novice en un mot ou en deux? Pardon. Non, t'en as beaucoup de Excellent, novices. vraiment. Mais non, nous, on est un peu les stagiaires on est les stagiaires de Mission Impossible et on est avec nos professeurs, quoi. Faut Ah être oui, moi, honnête. j'ai décroché au bout du deuxième. Ouais. Et ouais, je serais incapable de dire pourquoi. C'est pas ta Ça cam. marche pas, quoi. Oui, c'est Oui, pas voilà. pour toi, ça marche pas. Alors que vous, ça marche très bien, quoi. Et Oui. donc toi, Camille, t'as vu Hmm. toute la saga? T'as vu certains films? Absolument pas, je sais même plus lesquels j'ai vus. Ça veut dire beaucoup de mon intérêt pour cette saga, Ouais. que je déteste pas. Mais je pense que ce serait un peu mon film du mardi soir quand je m'emmerde, quoi. Genre, pour moi, je passe un bon moment parce que j'ai toujours aimé les films d'action, mais au bout d'un moment, il commence à me gonfler parce que je trouve ça énorme. Il a pas la classe de Daniel Craig. Et, On compare directement à James Bond. oui, parce que je trouve qu'il est beaucoup plus classe. Moi, je suis plus british que ricain, dans tous les cas. Donc, voilà. Et en fait, là où je me rends compte, c'est qu'on a essayé d'en parler hors podcast et qu'on savait plus ce que j'avais vu. Et je me dis que c'est quand même pas mémorable. Tu vois, normalement, je devrais me souvenir. Voilà, Alors, mais pour c'est info, pas t'as vu, désagréable. pour info, t'as vu le 7 et le 8. Mais Ah, d'accord. 7 et 8 sûr, mais... Mais pour le moi, reste, t'as vu le 3, mais Je bon, crois après... pas, mais peut-être que t'as raison. Ouais. J'ai Voilà souvent raison. mon rapport à ça. Et vous, les garçons, vous êtes des experts, on le sait. Et François. Eh bien, moi, j'aime beaucoup cette saga. J'aime beaucoup Tom Cruise, surtout ce qu'il a fait du début jusqu'à Mission Impossible. Je trouve que c'est un grand acteur. Bref. Mais j'aime beaucoup cette saga et pourtant je suis pas très cinéma d'action, ça ne m'intéresse pas. En général, je suis pas du tout ce client-là. Par contre, je trouve que ce qu'en a fait Tom Cruise, parce que c'est bien une saga qui vient de lui, qu'il porte sur ses épaules. Et je crois que dans le monde du cinéma, ça n'arrive pas en fait. Je crois pas qu'il y ait d'autres exemples de ce niveau-là. Et ça, je trouve ça intéressant. Je trouve ça plutôt chouette que ça existe. Il fait du cinéma de divertissement de qualité, même si on va le voir avec le 8, je pense que ça tire à sa fin et ce serait bien que ça s'arrête là pour moi. Mais oui, effectivement, je suis client de ça. En fait, je regarde ce cinéma d'action et je me dis que en guise du bon vieux temps, Tom Cruise, je prends ce plaisir-là, quoi. C'est un plaisir coupable, en fait. Ah oui, c'est ça, en fait. C'est ton plaisir coupable. Ah oui, c'est mon plaisir coupable, parce que, encore une fois, je ne suis pas cinéma C'est pas ta d'action. cam, quoi. Je sais que la saga est souvent comparée à Fast and Furious, que je n'ai jamais vu, parce Ah que ouais, c'est pas moi, ma je cam. Ça n'a rien à voir. Je déteste cet argument. Je ne sais pas. Moi, comme je ne Il y l'ai a pas vraiment vu, des je ne gens peux pas qui disent comparer. ça. Ouais. Beaucoup disent ça, mais moi, J'arrive pas à voir le j'en sais rapport. rien. Non, dans les scènes d'action un peu Ah oui, ok. spectaculaires, toujours le plus loin, toujours plus fort, toujours D'accord, mais plus impressionnant. il y a quand même un peu plus de fond que Fast and Furious. Ah, clairement. Déjà, c'est Bah. moins la famille. T'es con, lui. Et toi, Kevin? Eh ben, je suis comme toi. Moi, je suis un. Enfin, est-ce que je dirais fan? Je suis
j'adore cette saga. Vraiment, j'adore cette saga et j'ai une grande passion pour Tom Cruise et tout ce qu'il peut représenter. Je ne cautionne pas des fois tout ce qu'il a pu faire. C'est certains penchants pour la scientologie. Mais je trouve le cas Tom Cruise très passionnant à étudier toute sa vie, toute cette saga qu'il a suivi quand même la majeure partie de sa carrière et tout ce qu'il en fait encore maintenant. Et tous les films ont une identité, ont quelque chose à raconter, ou il y a toujours quelque chose à dire. Et c'est des grands films, comme tu dis, c'est du spectacle de cinéma. C'est, pour moi, la saga Mission Impossible, c'est surtout ça, c'est le cinéma d'action avec un grand A. C'est du spectaculaire et tu sens qu'il a voué, qu'il s'est jeté dedans corps et âme, quoi, pour vraiment régaler le spectateur et son ego, évidemment. Son ego, oui. Mais principalement, quand même. Oui, non, mais c'est pour ça que c'est fascinant. C'est fascinant et c'est de pire en pire. Aussi. Voilà, J'ai pas l'impression qu'il pense au spectateur, non. Si. C'est un grand passionné de cinéma. Il ferait de la CGI, en fait. Ouais. Il ferait de l'image de synthèse. C'est un passionné de cinéma et je trouve que ça se voit et ça se ressent dans ses films. Enfin voilà, c'est passionnant et on va rentrer justement dans le vif du sujet. Simple game. Is he serious? Always. It's much worse than you think. We're being ambushed. Abort, that's an order. On va revenir assez rapidement sur la genèse de la saga, les films qui ont précédé justement le numéro 8. Ce qu'il faut savoir, c'est que Mission Impossible, avant tout, c'est une série télé qui a été créée en 1966. Ambiance très espionnage, guerre froide, gadgets, plans méticuleux, on retrouve ça dans la saga. Ouais. Mais il n'y a pas de place pour le hasard. Chaque épisode, c'était égal à une mission, enfin c'était assez clair et net. C'est ça, oui. Le succès était énorme à l'époque, et il y a une nouvelle série qui avait été relancée dans les années 80 avec un peu moins de succès. Moi je la regardais, c'était plus années 90. Et ce qu'on peut dire déjà, c'est que c'était plus un film, c'était une série d'équipe. C'était une série, c'était un travail d'équipe. Il n'y avait pas... le personnage de Ethan n'était pas présent dans la série, je crois. Ah, si, il représente Martin Landau, je pense. Ouais, mais bon, il n'était pas défini en héros de la série. Ah non, ils étaient tous égaux. Ouais. Et donc c'est en 96 qu'il y a le passage au cinéma. En fait, c'est Tom Cruise qui rachète les droits. Il a 33 ans à l'époque. C'est une méga star. Il est, c'est le moment populaire, quoi. Top, ouais. Et il veut produire du coup ses propres films, et donc il va commencer avec Mission Impossible. Il contacte Brian De Palma, et du coup, voilà. Brian De Palma réalise le premier film. Je crois qu'il a demandé à quelqu'un d'autre avant, mais j'ai pas le réalisateur. C'était Sidney Pollack avec qui il avait fait la firme. C'est ça. Ouais. Donc un premier film qui est beaucoup plus Hitchcockien que les autres. Je pense. Brian De Palma est passionné par le cinéma d'Hitchcock. En fait, la grosse trahison, le gros point noir de ce premier film, c'est que Jim Phelps, donc c'est normalement le cerveau de l'équipe dans la série, et dans le film. C'est le patron, quoi. Et voilà. Dans le film, en fait, c'est le méchant. Ah, okay. Alors, maintenant, je spoil. Le film a. Oui, bien sûr. 29 ans. Et c'était pas passé à l'époque auprès du public, des fans de la série. Et même auprès de l'acteur qui devait faire un passage dans le film, et il a été assez outrancier. En partie, donc c'est un truc. Le film a subi pas mal de réécriture, et c'est donc ce point-là, c'est en partie dû à Tom Cruise qui voulait être déjà là. Héros. Il y avait déjà un ego surdimensionné quand même. Ouais, peut-être pas à ce point-là, mais voilà, il voulait. Mais il est quand même le héros principal pour devenir le héros, non ? Ah oui, mais ça, honnêtement, ça en fait un élément énorme dans le film. Ah oui. C'est génial. Okay. Je trouve que c'est. Enfin, moi, après, j'ai pas connu la série, donc ça m'a pas choqué moi au visionnage, mais c'est justement c'est génial. C'est génial parce que c'est d'autant plus vraiment improbable. Vraiment, moi qui ai vu la série, tu peux pas toucher à ce mec-là, et il en fait la taupe. Ok. Donc il faut savoir que le film avait un budget de 80 millions et il a rapporté 457 millions à l'époque. Ouais, donc c'est un énorme succès public, critique, box-office. Ouais. Je pense était un peu en descente. Il avait fait L'Impasse, qui est un film génial mais qui n'avait pas beaucoup marché.
il était un peu... Parce que Brian De Palma, faut quand même resituer le petit bonhomme. C'est le réalisateur des Incorruptibles. de Carrie, de Carrie. Pulsion. Voilà. Donc, non, mais c'est énorme. De grand Phantom of the réalisateur. Paradise. Grand réalisateur à l'époque, parce que maintenant, bon, peut-être un peu moins. Ouais, il est fatigué, il est en fin de fatigué, carrière. exactement. Ça fait peur l'impasse? T'as parlé de l'impasse, toi? Ah non, c'est génial, Ok. là, c'est avec Al Pacino. Et les Incorruptibles. Ah à non, regarder. c'est- Avec enfin, c'est un Kevin très, Costner très et grand puis. Je vois qu'il y en a qui sont sur Sean Prime. Connery. Ouais. En C'est streaming spécialisé dans les plans séquences. Et, encore. Ok. vraiment, un très très grand réalisateur. Donc, autour de Tom Cruise dans ce premier film, on retrouve Jon Voight, donc, qui prend le rôle de James Phelps, papa de Angelina Jolie, au passage. C'est ça. Emmanuel Béard, Cocorico, Ok. française. Jean Reno, Cocorico encore. Again. Cabotine un peu. Ving Rhames, donc l'acteur Luther, qu'on retrouvera dans tous les épisodes de la saga. Et Vanessa Redgrave, qui joue Max. C'est ça. Donc voilà, le tout premier film pose les bases. Ethan, agent d'élite, est pris dans une conspiration après une mission qui tourne mal. Il doit prouver son innocence tout en déjouant un complot international. Donc voilà, chef-d'œuvre. Enfin, ouais, moi, c'est sans doute le... Alors moi, c'est mon préféré. Est-ce que c'est celui où on le voit là, faire... Exactement, Ouais. la scène emblématique C'est la de... scène ça. emblématique. qu'on voit dans le 8 sans spoiler C'est en ça. flashback, quoi. Exactement. Parce qu'on la ben voit voilà. quand même à peut-être 2-3 reprises dans le Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour cette scène-là, Tom Cruise a insisté pour réaliser lui-même sa cascade, du coup. La Ça classique. commençait déjà. Ouais. Et en fait, pour rester suspendu, Ouais. ça nécessitait plusieurs prises. Et pour des problèmes d'équilibre, il mettait des pièces dans ses chaussettes Génial. pour arriver à retrouver l'équilibre et pas se C'est ça. vautrer Seigneur par de la terre. gueule. Génial. Ok. C'est plutôt drôle. Enfin, J'adore ce genre de petite anecdote. Très, Déjà à très l'époque, voilà. difficile d'être tenu par deux câbles Bah oui, bien au sûr. tronc, ça a duré des heures et des heures. C'était très épuisant physiquement, déjà à l'époque. Et ce que je trouve la puissance de cette scène, c'est qu'on n'est pas dans quelque chose d'une surenchère, d'une action ou quoi. Ouais. On est dans une pièce, c'est silencieux. Tu ne dois pas faire de bruit, tu ne dois pas, il ne doit pas faire chaud ou quoi. Enfin, tu es dans le plus simple possible et il arrive à te créer une tension ouais. hyper palpable qui est géniale. Pour moi, c'est Et inégalé. c'est la scène. C'est En oui. fait, inégalé. c'était un film. C'est le premier film et c'est le seul qui est, est-ce qu'on peut le dire comme ça, plus cérébral que les autres, Ok. qui joue plus sur le côté. C'est évident. Oui, non mais Oui. T'as vu comment il a dit ça avec c'est une voix haute? tellement- C'est évident. Non mais disons que ça joue vraiment sur les codes de l'espionnage plus que les autres. Que- Et t'as que l'action. une scène d'action, Ok. de tension. Ok. Pour moi, les autres sont assez mineurs, à part une oui. autre qui se passe dans un restaurant, Oui, quand même. qui est C'est entouré ce- d'aquarium. 16 tonnes d'eau qui se prend sur Ouais. la tronche. Il se prend 16 tonnes. 16 tonnes d'eau, c'est la scène la plus dangereuse. Et après, du ils film. osent nous dire qu'ils sont pas fans, ils sont là depuis 2 minutes. 16 tonnes d'eau, Michel, t'entends? 16 tonnes d'eau. Tu vois ce que ça fait une tonne d'eau? 16 tonnes d'eau. Ouais, c'était chaud. Ils Non, ont des non, posters mais c'est- de lui au-dessus de leur Mais lit. ils ont sauvé les poissons après. Oh putain. Je sais pas. Et moi, j'ai une petite question. On va tu voir disais, des associations de défense des poissons Ah, qui risquent de putain, nous attaquer il- aussi. il là, est c'est en roue possible. libre. Surtout s'ils sont roux. T'as dit 80 millions, Kev, le C'est premier? ça. 80 millions. Ouais. Par curiosité, le dernier, c'est combien? Plus de 400 millions. Ouais, non, mais c'est le... Alors, non, mais Ouais, on, c'est à prendre avec on des expliquera pincettes. après Ok. parce que Non, mais tu c'est. vois, je me dis, ouais, c'est c'est fou parce qu'ils sont, compliqué. ils sont pas partis de Et grand chose attention, quand même. oui, et puis attention, il Enfin. y a pas, je prends pas en compte l'inflation entre tous les films, Ah parce ouais. que t'as toujours cette histoire, Mhm, mais mhm. bon, ça jouerait pas tant que ça. Ok. Mais c'est le film qui se rapproche, enfin qui est assez proche de la série quand même. Mhm. T'as beaucoup de Ouais. gadgets, Ouais. t'as un chewing-gum explosif, c'est assez drôle, ça fait très bondien comme on disait tout à l'heure. C'est Dès le le Bond début. britannique, enfin le Ouais. Bond américain, doucement, doucement. c'est exactement ça. Mais dans l'hommage du film d'espionnage Ouais, des c'est années ça. 60, vraiment, avec un respect... T'as déjà Ouais, l'histoire c'est des ça. masques Ouais. tu sais, qu'ils mettent pour Ouais. remplacer Pour les moi, signes. c'est une vraie réussite, avec la musique géniale de Lalo Schifrin, évidemment. Et c'est vraiment une réussite parfaite, je trouve. Il y a Ouais. quelque chose d'assez moderne, tout en étant... Mais je comprends que pour certains, ce soit pas forcément le préféré. Si tu as vu, en fait, ce qui bouge plus, entre guillemets, après, Mhm. celui-là, il y a quand même... Je vais pas dire qu'il y a Mais moins d'action, c'est c'est compliqué. Mais différent. si, il y a moins d'action. Mais Ouais. en fait, il faut pas le prendre comme saga. C'est-à-dire, quand ils ont fait ce film, ils s'imaginaient pas qu'il y aurait... tu Ah vois. oui, oui, Donc, exactement. ce premier film-là, pour moi, est assez inégalable, mais c'est vrai que t'es pas obligé de le... Enfin, c'est compliqué de le comparer aux autres. Tu vois, en fait. je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi, il y a deux... Je vais pas dire qu'il y a deux sagas, mais pour moi, ce film-là Ah bah oui. est totalement à part. Mm. Et enfin, pas le reste, mais à partir du 4, c'est autre chose. Oui, oui, c'est ça. C'est une autre forme. Ouais. Mais voilà. En fait, on peut peut-être déjà le dire, c'est que
Tom Cruise voulait pour le deuxième, enfin on peut continuer de parler du premier, mais pour le deuxième, en fait, il Vas-y. voulait évidemment réitérer avec Brian De Palma, qu'il a mis de côté. Et après, du coup, il a voulu proposer à Oliver Stone, qui était intéressé, je crois. Ouais, C'est ça, c'est Oliver Stone. Pour le deuxième, je sais Oui, pas. oui, vas-y, Et il a c'est dit ça. non. J'ai un petit doute, je vérifie. Oui, c'est ça. Et du coup, bon, on sait que c'est John Woo qui a fait le second. Et on va être en fait sur quelque chose de, pourquoi pas très original, c'est-à-dire comme un peu comme les films Aliens, où on va avoir un réal différent à chaque fois avec son univers, qui va apporter sa patte, qui pour moi peut enrichir et ça peut marcher en fait sur une saga comme ça. Alien l'a prouvé. Et Mission Impossible l'a prouvé jusqu'à un certain moment. Exactement, c'est ça qu'on va voir. C'est là qu'on voit l'évolution aussi des films Mission Impossible. Bonjour, monsieur Hunt. Navré d'interrompre vos vacances. Oh, monsieur Hunt, je ne sais par où commencer. Vous me connaissez? Non. Je devrais. Elle n'a pas été formée pour ça. Je crois pas que je réussirai. Vous voulez dire que c'est difficile? Très. Oui, ce n'est pas mission difficile, monsieur Hunt, c'est mission impossible. Donc tu as bien fait la transition. Mission Impossible 2, forcément, arrive en 2000. Suite au succès du premier, Tom Cruise veut réitérer. Donc comme tu as dit, il a vu plusieurs réalisateurs et finit par contacter John Woo. Le film se fait pour un budget de 125 millions de dollars et en rapportera 546 millions. Là, c'est sans doute le moins aimé de la saga. On a beaucoup de ralentis, Tom Cruise les cheveux longs, au vent. Donc John Woo est mondialement respecté, un grand réalisateur Exactement. asiatique qui a fait The Killer. Et qui apporte sa patte à la saga. On est vraiment sur plus le film clip, je dirais. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Pareil, je trouve que c'est clip. Alors, pour moi, Mission Impossible 1 est mon préféré. C'est celui que je mets devant le premier. Et le 2 est le pire. Voilà. Ouais. Au moins on a le top. Au moins Et toi, tu l'as vu celui-là du coup? Ah oui, j'ai vu même au le cinéma premier le 2. Le premier, oui, je l'ai vu plusieurs fois. Et qu'est-ce que t'en as pensé d'ailleurs? Je t'ai même pas posé la question. C'est un bon film. C'est un bon film d'espionnage, quoi. Mais voilà. Oui, t'es vraiment pas friand de la saga. Non, c'est plus Tom Cruise. Non, mais ouais, Tom Cruise, c'est vrai qu'il me touche pas. Il développe rien chez moi. Je le trouve plat. Je trouve qu'il joue mal. Je trouve qu'il est mauvais. Vraiment très mauvais. Et j'aime pas l'homme et j'aime pas l'acteur, donc effectivement je cours pas après ces films. Je reconnais pas autant que lui. Moi je suis fan de Ice White Shot, mais c'est pas grâce à lui, c'est grâce au scénario, c'est grâce à l'ambiance. On aurait pu mettre Henri Guibé, que j'aurais aimé Ice White Shot de la même manière. N'importe quoi. Qui est Henri Guibé? Mais bref, non, j'ai vu le 2 au cinéma, je me rappelle, je devais avoir 14-15 ans en 2000, et j'ai vu le 2 au cinéma et je me suis profondément ennuyé. Et j'ai arrêté la saga là, je crois. J'ai peut-être vu un bout du 3 à la télé, mais c'est tout. Le 2, oui, non, je suis d'accord avec François, avec vous, le 2 est vraiment pas terrible. Ce que je sauve du film, c'est qu'il a sa patte de réalisateur, typique de John Woo, c'est-à-dire que tu as des colombes qui s'envolent devant Tom Cruise, qui est numérisé. Mais tu vois, des colombes qui s'envolent devant Tom Cruise qui est sur sa moto avec ses cheveux au vent. C'est kitsch possible, non? Oui, c'est ça. Des ralentis qui sont déjà présents parce que c'est l'époque de Matrix. Alors, le film est sorti la même année que Matrix. Alors, surtout le réalisateur se défend, je crois, en disant qu'il n'a pas du tout copié Matrix. Mais tu avais déjà des ralentis. Mais c'est vrai, oui, les tournages. Mais ils sont... Oui, les tournages, mais ils ne sont pas sortis en même temps. Encore une fois, Tom Cruise fait ses propres cascades. Parce que la scène d'ouverture, c'est quand même Tom Cruise qui escalade sans filin. Bon, il y a un filin numérique qui ne voit pas, mais il escalade quand même le canyon, le Grand Canyon. Il fait une chute de 4,50 m. Il se démet l'épaule. 4,50 m. Il saute de rocher à rocher. Pendant le tournage. Ça fait comme 16 tonnes d'eau. 4,50 m. Non, mais, pas 2 mètres. Tu vois ce que ça fait 1 mètre? 4,50 m. Sur le tournage. En fait, je trouve qu'il y a des scènes honorables dans le film. Attends, il se démet l'épaule pour de vrai? Comment? Oui, non, mais pendant le tournage. Je crois qu'il se démettait l'épaule, le personnage. Pas dans le film. Non, il s'est fait mal. Le vrai monsieur. Oui, le vrai monsieur, Tom. Ah la vache, il a dû avoir mal.
Mais je l'appelle Ouais, Tom. Faire un mal de il chien. adore ça, mais Oh, ça moi va. je trouve qu'il y a des scènes honorables dans le Et en film. plus, je il trouve- n'y avait pas la carte vitale à l'époque. Il a fait comment Et puis pour, t'es aux États-Unis, pour alors les si tu frais veux le service de soins. Ah si, il avait une carte c'est- vitale. Alors non, ce qu'il faut savoir, c'est que je Vraiment, crois on que va c'est... peut-être pas s'inquiéter pour les frais hospitaliers de ce bah, mec-là. Eh ben il oui, mettait les parce pots, que tu là. sais que je crois que c'est à partir du numéro 2, à vérifier. Les Numéro- assurances. les assurances n'ont Bah, plus voulu c'est- le couvrir. Bah bien sûr. Ouais. Parce qu'il faisait ses propres cascades, les assurances voulaient qu'il ait une doublure, lui n'a pas voulu. Maintenant, dans les derniers films, Oui. elle se jette justement sur lui pour pouvoir Puis on l'assurer. va vraiment pas s'inquiéter pour lui. Et du coup, il a racheté les assurances. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, problème réglé. Hop. Mais bon, cette scène a quand même... Enfin, Non, mais il y a cette des scène est scènes pas- honorables. Oui. Celle-ci, elle est vraiment... Enfin, attends, celle-là, ça montre encore... donc il escalade, et à un moment, il se tourne, et il se met accroché en position christique, quand même. Enfin, en mode... Génial. J'allais y venir, ouais. Jesus. donc is déjà back. là, voilà. Il avait déjà dérivé un peu. Face au canyon, dans le Ouais. vide. Ouais, ouais, bah, c'est sûr. Il se prend un peu pour Dieu, non, mais ce mec. Ouais. Oui, faut le dire. Bah oui, Non, bah moi j'allais y venir, mais Vas-y. j'allais y venir au 8e en fait. Mais, Ah oui, bon, bah non, moi, je développe à ce moment-là. Mais c'est vrai, t'as raison. Bah, après, mais voilà. bien joué. Mais ouais, alors ils utilisent les masques. Bon, il y a des... En fait, l'histoire est vraiment pas subtile. Ouais. Mais il y a des mentions honorables. Il y a la voix française d'Yvon Attal, moi que C'est plus... C'est qui est vraiment minimaliste, quoi. C'est... Ah bah ouais, C'est le plus... C'est oubliable. Ouais, c'est ça, c'est... c'est ça. Ouais, c'est ça. Alors Donc, moi t'as- j'ai appris quand même que le patron de Force Mission Impossible, ça devait être Ian McKellen, enfin Gandalf. Oui. Et en fait, il n'a pas pu. Je sais Il plus était pourquoi. sur un C'était gros, il était gros film, il grosse était sur saga. Seigneur des Anneaux, ouais. Ouais. Et du coup, il a réussi à avoir Anthony Hopkins. Et quand il a appris qu'il avait dit oui, il n'a pas dormi pendant une semaine, je crois, le réal. Ah oui. Il faisait des nuits blanches. Il était tellement heureux D'avoir d'avoir Anthony Hopkins. Ouais. ouais, pour une scène. Pour une scène. Le pauvre. Il y a la scène de flamenco aussi, qui est franchement magnifique. Avec la musique. Ah, si, je suis pas Moi, d'accord. j'aime pas. Après, Bon, bref. Ça, c'est la musique. C'est ton Ouais, amour de ouais. musique. la J'avais petite, acheté la la- petite j'avais acheté le anecdote CD, ouais. justement de cette scène de flamenco là, c'est que pendant cette scène, donc l'actrice Tandy Newton, qui joue donc justement la femme qui doit recruter, juste après doit procéder à un vol justement dans ce bâtiment, et c'est dans une salle de bain, je crois, dans une baignoire. Et en fait, elle trouvait ça assez gênant parce que le personnage n'est pas forcément super bien à jouer, enfin c'est pas très bien écrit. Et il y avait pas une du caméra plongeante en plus sur son décolleté et tout ça. Et elle en avait parlé à Tom Cruise en disant que c'était insupportable à jouer et tout ça. Et ce qu'a fait Tom Cruise, c'est ils ont échangé les rôles juste pour faire la scène, et que Tom Cruise donc s'est mis à la place de son personnage et elle faisait le personnage de Tom Cruise. Et Tom Cruise a fini par dire ah oui non mais en fait c'est vraiment très mal écrit ton personnage. Il s'est rendu compte que oui c'était très mal écrit et qu'elle avait rien à jouer. Voilà, c'était une petite anecdote, mais Ouais, Je souvent, sais qu'ils les se sont hommes pas devraient se entendus mettre à la du tout place sur des le ils femmes. sont pas du tout C'était entendus assez- sur le tournage, c'était assez compliqué, ouais. Là, franchement, la relation amoureuse est catastrophique. Il tombe, il tombe Ah non dans mais ses il bras tombe en très 2 vite scènes, amoureux, c'est même, ridicule. enfin tu vois, le virus c'est Non. l'histoire d'un virus à récupérer, il est hyper contagieux, elle se l'injecte, c'est la dernière seconde qu'il arrive à lui mettre le virus, elle est toujours nickel, il n'y a pas de sang qui gicle des yeux, rien du tout. Ouais, C'est très dur, faut y c'est aller très pour y dur. croire, ouais. Donc du coup, bah, après ce film qui a quand même été un énorme succès, enfin 546 millions quand même, un Mission Impossible 3 va voir le jour en 2006, donc quand même 6 ans après. Ouais. Et on est au moment où Tom Cruise commence à un peu parler un peu trop scientologie. Il y a eu ce fameux moment chez Oprah Winfrey, justement, où il a parlé un peu scientologie et puis saut sur le canapé. Enfin, vous trouverez la scène sur internet, que tout le monde l'a vu, elle est mais- hyper connue. Donc c'est là que ça a un peu... Il yoyote en fait. Ouais, ça a un peu fait vriller sa carrière à ce Il moment-là. parle publiquement de la scientologie. Il s'ébrouille avec Bah, Spielberg puis pour ça sur la guerre des mondes. Il dit publiquement quand même enfin, tout le monde sait qu'il a entre guillemets kidnappé Cathy Holmes pour justement l'embrigader dans la scientologie. C'était assez compliqué. Pas très malin, ouais. Et pour essayer de relancer sa carrière, c'est justement là qu'il enchaîne sur Mission Impossible 3. C'est ça. Qui es-tu? Tu as une femme, une copine? Qui que ce soit, je vais la trouver. Et je vais lui faire du mal.
Et ensuite, je vais te tuer, juste devant ses yeux. Donc Tom Cruise pour Mission Impossible 3 va chercher un nouveau réalisateur en la personne de J.J. Abrams, donc connu surtout à l'époque pour sa série Alias, que Tom Cruise a dévoré, et qui explique en fait qu'il a été recruté pour la réalisation de ce 3e opus. J.J. Abrams est quand même plutôt connu pour relancer certaines sagas, ou les exploser aussi. Depuis. Depuis. Il a fait Star Wars 7 notamment, et 9. Et 9 surtout. Magnifique. Mais il avait relancé avant Star Trek. Et Star Trek, oui. Ouais. Il a aussi fait la série Lost, qui était franchement la première, je trouve, qui venait dans des séries de qualité. Ouais. Et pour la petite histoire, ça devait être aussi David Fincher, qui devait faire le 3 à la base. Et c'était vraiment bien avancé, sauf qu'il est parti pour différents créatifs. Et ça aurait été très drôle en fait qu'il ait des problèmes sur Mission Impossible 3 après Alien 3. Alien 3, c'est les 3. Mais j'aurais bien voulu voir ce que ça aurait pu donner. Ah bah moi aussi. Ça aurait été très torturé. Ouais, très torturé, millimétré. Parce que en fait, ce 3e opus explore un peu plus la vie privée du personnage. Donc le côté en fait du personnage qui veut raccrocher et passer à autre chose, avoir une vie plus personnelle, mais en fait il se rend compte que il ne peut pas. Et ça fait très écho en fait avec la vie de Tom Cruise à côté, je trouve. C'est plutôt impressionnant. Enfin voilà, c'est assez drôle. Le film a un budget de 150 millions, donc on va toujours plus haut. Avant c'était 125 millions, là on passe à 150 millions. Ce qu'il faut savoir quand même, j'ai pas précisé pour même le premier budget de 80 millions, Tom Cruise n'a pas pris de salaire sur le premier pour que ça puisse rentrer. Et par contre, il était producteur, donc il se fait de l'argent après. Mais voilà, il faut savoir que souvent, lui ne prend pas de cachet, n'a pas pris des gros cachets sur les Missions Impossibles, mais il est producteur quand même. Voilà. Non, mais enfin, je veux dire, pour lancer un film, lancer une saga, il faut quand même y aller, quoi. C'est vrai. Mais c'est l'opus quand même qui a rapporté le moins. Voilà, c'est ça. Tu l'as le chiffre ? 397. Ouais, c'est ça. Ah ouais, ok. C'est pas énorme. On a quand même autour de Tom Cruise dans cet épisode Philip Seymour Hoffman, le regretté. Philip Seymour Hoffman. En méchant, c'est franchement génial. Il est diabolique. Je vais te le... Parce que je vois Kevin qui me fait des grands signes. Non, je fais pas des grands signes du tout. Il a joué dans la saga Hunger Games. Ah ok. Ça va te parler. Oui. Absolument. Beaucoup plus. Il a joué dans The Big Lebowski aussi. Oui. Philip Seymour Hoffman. Enfin, c'est un grand acteur malheureusement qui est décédé. Mais il fait franchement le rôle d'un méchant glaçant. Il est incroyable. Je pense que c'est un des meilleurs méchants en fait de la saga. Trouve, oui. Ah ouais ? Ah ouais, vraiment. Et ce qui est excellent, c'est que Tom Cruise doit récupérer le McGuffin. À l'époque, on ne le savait pas, une patte de lapin. Moi, c'est un peu pour ça que j'ai détesté le film à l'époque. Parce qu'en fait, on ne le savait jamais. Moi, je trouve ça génial. Je te dis qu'on l'a vu ensemble, mais. Tu vois, c'est pas mémorable, mais je te crois. Toujours est-il qu'il doit récupérer quelque chose dont il ne sait pas ce que c'est. Une sorte de ce qu'ils appellent une patte de lapin. Et on ne sait pas. On ne sait pas si c'est... moi, je trouve ça plutôt original. Et jusqu'au bout, on ne saura pas. On ne saura pas du tout. Quelques semaines. C'était pas prévu, mais voilà. Donc on retrouve aussi toujours Ving Rhames dans le rôle de Luther, qu'on verra toujours dans les autres épisodes. Et l'arrivée, cette fois, de Simon Pegg, Benji, qui va lui aussi rentrer dans la saga et être là jusqu'au dernier épisode. Et dans le rôle de la femme de Tom Cruise, Michelle Monaghan. Très grande actrice. Il se passe. Et True Detective. Donc voilà. Je trouve que là, je pense que Abrams a mis le point sur le côté équipe. C'est celui qui est vraiment... Qui fait la différence, je pense, sur l'importance de l'équipe. Et ce n'est plus Tom Cruise. Même s'il n'y a que lui sur l'affiche, ce sera après, à partir du 4e, qu'enfin il va partager l'affiche du film avec l'équipe. Mais je trouve que dès le 3, ça y est, il comprend qu'en fait, il ne peut pas s'en sortir sans l'équipe. Ouais. Et on revient, je trouve, du coup, à l'origine en fait, de Mission Impossible, qui fait que l'union fait la force. Quoi. Mais tu as toujours des moments, parce que dans le 3, au début, en fait, on leur pousse à reprendre une mission pour sauver une nana qu'il a formée. En fait, il a eu ce rôle de formateur. Et il doit aller la sauver parce qu'elle est sur une mission périlleuse, je sais plus. Et tu sens qu'elle avait du charisme, ou que je pense que ça pouvait être
pas l'égal de Tom, de Ethan, mais ça aurait pu être un personnage fort. Un bon personnage fort. Et il est vite expédié dans le film. Dès les premières minutes, en fait, il n'arrive pas à la sauver. Et c'est vraiment dommage. Je pense que le rôle de mentor aurait pu être sympa à explorer. Mais tu sens que, en fait, dès qu'il y a un personnage un peu qui peut faire de la... égal ou plus fort, de l'ombre. Boum, c'est vite expédié. Et puis on le voit assez vite dans toute la saga. Ça va être assez répétitif. Une petite chose où je trouve qu'il y a des scènes vraiment énormes qui marchent. Il y a des scènes qui se passent au Vatican, qui est franchement brillante dans le Ah oui, vas-y, c'est vrai qu'on n'est même pas rentré dans les détails. Ouais, et que je trouve vraiment réussi et puis qui marche en termes de rythme. Et une scène dans les toilettes du Vatican avec une sorte de masque qui marche pas forcément, qui galère, qui est complètement génial, qui marche vraiment du feu de Dieu, je trouve. C'est vraiment excellent. Et j'ai une anecdote qui est franchement cool, c'est que il y a une scène qui se passe, on rentre enfin dans l'intimité de Ethan, et on le voit avec sa femme, et il est chez lui, il reçoit des amis, c'est au tout début. Et en fait, cette scène, ils avaient eu des galères de tournage, et en fait, la scène, le réalisateur a voulu, a utilisé sa propre déco, en fait. Il a refait, en fait, en studio, son salon, en fait, mais à l'exact bibelot, tout était placé. En fait, il l'a fait pour que ses potes se rendent compte et qu'ils se disent, putain, mais en fait, il a fait tourner Tom Cruise chez lui, quoi. Et c'est juste pour ça qu'il a fait ça. C'était un délire. Plutôt rigolo. Voilà. C'était une petite anecdote. J'en ai une autre justement sur la fin. C'est au niveau de la fin du film où il court en fait sur les toits en Chine. Ouais, à Shanghai. Et en fait, c'est une caméra qui le suit, qui était programmée pour le suivre à la bonne vitesse. Et il allait tellement vite que la caméra buguait. Génial. Elle suivait pas. Il faut savoir qu'il a été quand même chronométré à 33 km/h. Le bâtard. Ouais. Et donc c'est très drôle. C'était vraiment, tu t'imagines le réalisateur qui dit Tom, tu peux ralentir, la caméra n'arrive pas à suivre. 33 km/h. C'est énorme. C'est énorme. Excellent. Il y a 1 heure, une bombe a fait sauter le Kremlin. Le président a initié le protocole fantôme. Toute l'équipe de Mission Impossible a été lâchée. Maintenant, j'ai l'ordre de vous conduire à Washington, où ils vous condamneront pour la bombe du Kremlin. À moins que vous ne vous échappiez après nous avoir agressés, Brandt et moi. Et si l'un d'entre vous est pris, il sera accusé de terrorisme pour avoir voulu déclencher une guerre nucléaire mondiale. Donc c'est le film qui a rapporté le moins d'argent, mais c'était le moment où Tom Cruise avait ses problèmes avec de scientologie avec Oprah Winfrey. Et donc il s'est passé quand même quelques années avant qu'ils entament un nouveau film, Mission Impossible. Parce qu'il faut savoir qu'à la fin de Mission Impossible 3, après la diffusion de Mission Impossible, Paramount a lâché Tom Cruise. Okay. Ils ont cessé en fait de la collaboration et il a eu un gros moment à vide. Souvent quand c'est comme ça, t'es rayé par Hollywood et puis donc il a fallu qu'il re-rentre par la petite porte, donc à travers plusieurs films plus ou moins. Je pense qu'il y a eu Night and Day. Il y a eu Night and Day, Valkyrie. Valkyrie, il a eu Tonnerre sous les tropiques. Il a fallu qu'il se il s'est auto-parodié dans plusieurs films. Il s'est un peu un peu cherché. Donc on arrive à Ghost Protocol. Ghost Protocol, réalisé par Brad Bird, son premier long métrage en prise de vue réelle. Brad Bird, c'est le réalisateur des Les Indestructibles, film d'animation. Du génial Indestructible. Génial Indestructible. Le Géant de Fer aussi. Génial de Géant de Fer. Ouais. Comme le dire. Et de Ratatouille. Pour une petite histoire, Tom Cruise a découvert le Géant de Fer, il a dit qu'est-ce que c'est que ce dessin animé ? Et en fait, il a pensé à Brad Bird et ça lui faisait pas peur, en fait, que c'est fou. On a pu se dire, c'est quand même pas la même chose. Comme avec J. Abrams, qui n'était pas un réal de cinéma, mais de série, finalement, quand ça lui plaît, il y va, quoi. Et là, ça aurait pu lui faire peur, Brad Bird, quand même, l'animation, c'est quand même pas la même. Et il est allé. Et effectivement, le film, on va en reparler, mais a un rythme génial. Il relance les cartes encore. Et c'est franchement brillant. Mais ce que je veux dire, c'est que je trouve qu'il a du flair, quand même, là-dessus. Puis il a une patte vraiment... Brad Bird, tu sens qu'il est passé par les Indestructibles, tout ça. Il a le travail d'équipe, quoi. Ouais. Donc, le budget du film est de 145 millions, 5 millions moins que le précédent, ça reste quand même assez colossal, et un box-office mondial de 694 millions. Donc là, il cartonne. Là, ça y est, bam.
Edgerton. Donc il se réentoure d'une équipe, donc comme on disait, donc il y a lui, Jeremy Renner, qui arrive dans la saga pour être un peu l'égal ou celui qui pourrait potentiellement remplacer Tom Cruise. Vous voyez qui c'est, Jeremy Renner? Je sais pas comment... Il a joué, il a fait un... Il joue Hawkeye dans les Marvel, mais bon, ça va parler que aux Marvel. Il est là que dans le 4 Il a joué Jeffrey Dahmer aussi dans un film. Tu les as pas vus les autres. Ok, bon, bah voilà. Il a fait Jeffrey Dahmer dans un film aussi. Disons qu'à l'époque de Ghost Protocol, du Mission Impossible 4, c'est un acteur qui a plutôt bankable. Il devait relancer la saga Jason Bourne aussi. Voilà, il venait d'intégrer les Avengers, de Marvel, donc c'est plutôt quelqu'un qu'on suivait de près, qui pouvait potentiellement relancer la franchise. Il est toujours accompagné de Simon Pegg, Paula Patton, donc la nouvelle espionne à côté de Tom Cruise, et toujours Luther, évidemment. Et aussi Léa Seydoux, qui fait sa rentrée dans la saga Mission Impossible, et qui fera après son entrée dans la saga 007. Je pense qu'on peut être fier. On peut en parler vraiment de Léa Seydoux. On peut parler du lien de James Bond à Mission Impossible. Oui, je pense qu'il y a... On peut en parler là. Effectivement. Il y a un vrai hommage de la part de Mission Impossible sur les James Bond. Brad Bird, il a fait Les Indestructibles, qui est un hommage aux James Bond. Et puis les génériques, en fait, tous les génériques des Missions Impossibles, on a des flashs du film qui va venir, comme dans les James Bond. En fait, c'est carrément assumé. C'est un bel hommage. Ouais. C'est hyper assumé, le fait qu'il voyage. Le seul côté qui change, c'est qu'il travaille en équipe. Oui, mais après, sinon, c'est les cascades, exactement ça. Ouais, on y est quand même. Et je trouve ça plutôt cool. Vas-y, je t'en prie. Donc, non, après, juste pour résumer un peu le film, c'est après qu'une mission tourne au désastre, Ethan et son équipe sont désavoués. Encore une fois, Tom Cruise est souvent désavoué par son pays. Toujours un peu la même histoire. Toujours un problème. Ils doivent agir en secret pour éviter une catastrophe mondiale. C'est un volet très apprécié des fans. Je pense que c'est un des plus appréciés. Évidemment, il y a la scène emblématique où Tom Cruise... escalade le Burj Khalifa. C'était la plus grande tour la plus haute du monde. Plus haut du monde, et Tom Cruise l'a escaladé lui-même sans doublure. Oui, bien sûr. Il a eu peur au départ, il voulait pas le faire. Ça n'a pas été simple. Ouais. Ça n'a pas été simple. Et en fait, évidemment, il y a plein de câbles qui sont retirés numériquement. Ah oui, enfin. oui. Mais non, voilà, non, tu vas pas le laisser y aller comme ça. Ils ont même créé les parois de la tour en studio pour l'apprendre à. C'est exactement. Tu te rends compte, t'imagines de tous les réalisateurs. Hein? Parce que c'est quand même relativement lisse comme tour. C'est incroyable. La scène est incroyable. La scène est incroyable. Il y a même, je trouve que le plan le plus incroyable, c'est qu'il court vers le sol. Il court vers le sol alors qu'il est à l'horizontale. Ouais. Moi, à chaque fois, ça me fait drôle. Ah ouais, mais il y a en plus, c'est le premier film de la franchise à être tourné en IMAX. Donc moi, j'avais vu en salle à sa sortie. T'as cette impression de vide, de vertige. Moi, je trouvais la scène spectaculaire. Et quand tu vois derrière qu'il l'a fait lui-même, tu te dis, mais ça doit être... L'aspect spectacle marche, je trouve. Totalement. Et encore une... on n'a pas assez parlé de l'humour, mais je trouve que dans ces épisodes-là, il y a de l'humour qui désamorce l'action. C'est le premier qui, je trouve. Ouais, peut-être. Qui a cette pointe d'humour qui est plus... En fait, c'est Simon Pegg avec son personnage qui apporte cette petite pointe d'innocence et d'humour un peu où on s'identifie un peu plus à lui qu'à Tom Cruise. C'est certain. Plus attachant aussi. Mais et tu sens qu'il y a plus cette cohésion d'équipe, tu vois, qui fait que tu les appelles. Ils rentrent justement au Burj Khalifa, ils sont dans la chambre, et puis la nana arrive en disant il est où Ethan? Il est dehors. Il essaie de monter. Je sais plus combien d'étages, mais c'est énorme. Et il enchaîne quand même avec une course-poursuite dans une tempête de sable qui est totalement très belle, visuellement. C'est très agréable en fait. C'est vraiment un épisode très impressionnant et très beau. Et le méchant est pas emblématique, mais ça c'est un peu le problème de toutes les missions impossibles. Ça dépend. Le 3, tu vois, non? Le 3 et le 1. Oui. Mais c'est vrai que certains sont limites. Mais ouais. Ils utilisent les codes intelligemment. Même la scène de Moscou au début où ils défoncent tout Moscou en fait. Et franchement, très CGI, mais ça marche assez. Bon voilà, il se fait plaisir quoi. L'idée c'est de. C'est exactement ça. Du coup, faire énorme succès, le plus gros succès de la franchise à l'époque.
Ce qui fait que, en fait, Jeremy Renner, qui devait reprendre le flambeau, a été mis de côté. Et Tom a dit, c'est bon, tu me laisses reprendre ma franchise, hein, je pense. Ça. Mission Impossible forme des experts très déterminés. Des spécialistes sans égal, insensibles à toute contre-mesure. Mais cette agence provoque le chaos. L'heure est venue de dissoudre Mission Impossible. Alors faites très attention à ce que vous allez dire. Où est Hunt? Aux dernières nouvelles, il traque le syndicat. Pourquoi la CIA n'a jamais eu le moindre renseignement sur le syndicat? Vous voulez la réponse polie ou la vérité? On enchaîne en 2015 avec Road Nation, donc premier film réalisé par Christopher McQuarrie. C'est ça. Et qui fera tous les autres après. En termes de réal et de scénario. Hein. Oui. McQuarrie, qui est un pote à Tom Cruise, avec qui il a fait Jack Reacher, et qu'il avait rencontré sur Valkyrie, je crois. Il a scénarisé Valkyrie. En fait, McQuarrie, quand même, il a quand même fait le scénario de Usual Suspect, dont il a eu l'Oscar du meilleur scénario. Enfin, c'est pas un rigolo de kermesse, quand même. Il est pas mauvais. Je pense qu'il est meilleur scénariste que réal. Enfin, je pense qu'il a appris beaucoup, en fait. Oui, c'est un bon faiseur, mais il n'a pas une patte artistique. Non, tu vois. Quand tu compares même un John Woo, d'ailleurs, ou un Brian De Palma, qui a un vrai style, là, on est sur quelque chose de vraiment purement spectacle, mais par contre, je pense qu'il met en scène assez bien ses cascades, un peu à la Brad Bird, quand même, en termes de rythme. Ah, mais exactement. Mais celui-là fait 682 millions, c'est ça? Exactement, pour un budget de 150 millions, donc on reste dans les mêmes budgets, cartonne. À quelque chose près. Ouais, là, il y a Alec Baldwin qui est là, moi, que je trouve plutôt cool. Oui, et là, cette fois, ils introduisent enfin un personnage féminin qui est à peu près l'égal de Tom Cruise. Là, on en parle enfin. Rebecca Ferguson. Voilà, c'est plutôt... Tu l'as vu dans le 7e, je crois. Un personnage vraiment fort, une femme qui devient son alter ego presque, très rapidement, mais un personnage vraiment fort, qui se bat aussi bien que lui, enfin, un côté badass. Les Britanniques, en fait, c'est pas non plus dans le même camp. La même, on va dire, c'est le MI5. Ouais. Je crois. Elle est au MI6. MI6. Oui. Elle. Oui, c'est ça. Et on retrouve bien sûr toute la team qui va le suivre vraiment pendant un long moment maintenant, de toute façon. Moi je trouve qu'il y a une scène à l'opéra qui est magnifique. Donc, qui est un hommage à un film d'Hitchcock, et L'homme qui en savait trop. Et qui est vraiment somptueuse. Ils doivent agir lors d'une scène d'opéra où ils doivent pas faire de bruit. En fait, encore une fois, ils jouent avec les codes pour tordre les codes et pour les étirer, et à chaque fois, ils arrivent à se renouveler comme ça parce que ils n'ont pas le choix. Ils peuvent pas en faire. Ils peuvent pas réinventer le truc complètement. Donc, je trouve qu'ils arrivent bien à faire ça. Pour rendre le côté hyper attirant, quoi. C'est assez bien fait. Et en fait, ils sont tout en finesse, ils ne doivent pas faire de bruit, ça rappelle un peu le 1, où c'est pareil, ils ne doivent faire aucun bruit. Et franchement, ça marche complètement, tout en faisant un hommage à un film. Mais je pense que de toute façon, c'est le premier de McQuarrie, et c'est sans doute celui où il y a sa patte qui est la plus présente, quoi. Ah oui. Moi, je trouve, en tout cas. Ouais. Entre ça et la scène d'ouverture où il est accroché à un avion qui décolle, c'est la scène d'ouverture. Il essaie de rentrer dans un avion et en fait l'avion décolle et tu le vois. Et vous vous demandez pas comment il fait pour être toujours en vie au bout de 8, parce que je vois Michel qui est là en mode putain, il est naïf. Voilà, je vois ta petite tête et je me pose les mêmes questions, Mich. Mais on voit bien comment ça vous embarque tous les deux. Il n'y a aucun jugement là-dedans. Pour la scène, en fait. Le danger, tu sais, c'était quoi le danger premier, à part le fait qu'il soit attaché et qu'il puisse s'aspirer, c'est qu'il se prenne un oiseau, en fait. C'est hyper dangereux. Et ils ont créé des lentilles spéciales qui prend tout le globe de l'œil, parce que sinon, le moindre moucheron peut le défoncer, quoi. Il a refait la scène 6 ou 8 fois, je sais plus, c'est 8 fois. Peut-être, ouais. Et la scène est impressionnante, il décolle, quoi, complètement. Bon, voilà, il s'éclate, hein, encore une fois. Parfois, on peut se poser la question s'il est plus cascadeur qu'acteur. Moi, j'ai ma petite idée. Je pense que Tom Cruise
Il a été curieux très jeune, il est devenu une star avec Top Gun, et puis il a brillé, il a cherché. Il a cherché avec Paul Newman, avec Scorsese. Puis il a été très curieux, il connaît tous les... Il a tourné avec les plus grands réalisateurs jusqu'à les années 2000, vraiment. Et c'est puis, après que ça a merdé. Il connaît tous les métiers autour sur le plateau. C'est-à-dire qu'il peut maintenant sur les tournages, c'est très marrant parce que tout le monde le dit. Il peut donner des conseils en fait à tout le monde, que ce soit le directeur de la photo, que ce soit le plus petit technicien, quoi. Et le contrôle total. Mais c'est pas... Et là, on commence à l'avoir. Ça lui fera peut-être défaut. On a dit pour le budget et tout, oui, c'est bon. 688 millions pour 150 millions, donc bon, c'est encore un score phénoménal. Rentabilité du truc. Ah non, mais c'est le moment où il est quand même. On peut peut-être lever le loup sur les cascades. On sait que très bien qu'il y a des moments où il les fait pas. Non, mais oui, en fait, ils mettent toute la promo va là-dessus, mais il y a forcément. Il y a une scène de moto qui est époustouflante en termes de montage. C'est sur celui-là dans le Rogue Nation, elle est incroyable quand même. Et on sait qu'il y a des moments où ça peut pas être lui, on le sait. Et on sait que c'est son visage, mais c'est vrai qu'il communique pas là-dessus. Il devrait le dire, je trouve. Il devrait dire, là, c'est pas moi. Mais bon, et puis on s'en fout en fait. Enfin, moi, le cinéma, on sait très bien que c'est pour de faux. Mais bon, tu vois, il y a ce côté-là où... C'est la signature de toute la saga, c'est que chaque film avait fait la promo sur une cascade bien précise, où dire, regardez, il surpasse encore. C'est un peu relou. Comme ils l'ont fait pour Top Gun 2 aussi. Ça peut saouler, quoi. Ça. Ah oui, mais je comprends. Puis d'ailleurs, je pense que celle-là, voilà. On peut juste dire, je sais pas si tu savais, mais c'était qu'ils avaient proposé le rôle à Jessica Chastain, quand même. Ah, je savais pas. Ouais, j'ai découvert ça, je savais pas non plus, je l'ai lu. Et Jessica Chastain qui a dit non parce que il y avait 8 mois d'entraînement. Elle a dit c'est trop, quoi. Moi, je suis bien content que ce soit Rebecca Ferguson. Oui, moi aussi, oui, elle est très bien. Exactement. Et encore une dernière chose, après promis j'arrête. Mais non, mais vas-y. Ça a été reproché en fait, la fin du film, tu sais, qui est très discret et qui se finit pas en climax de dingue. Ah, mais justement, je crois que c'est l'une des meilleures fins. Et ça, je trouve ça génial. Que le méchant il se fasse avoir, mais connement encore avec un tour de passe-passe. La mission impossible. Mission impossible. Et ça a été reproché. Moi, c'est ce que j'ai préféré. Bon, bref. Mais non, exactement. Les autres finiront toujours avec une cascade en apothéose ou un truc énorme. Et là, en fait, alors que là, c'est plus tranquille. C'est pour ça que je disais que je trouve que c'est celui qui est enfin, tu vois, où on ressent la patte de McQuarrie. Et les autres, je pense qu'après, il a de moins en moins le contrôle et qu'il est plus yes man, en fait. Ouais. Comment il va? Oh, tu sais, comme on l'aime. Qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il vaut mieux pas regarder. « 2018, Fallout, numéro 6, toujours réalisé par McQuarrie. Je pense que, en fait, au fur et à mesure des films, Tom Cruise commence à peaufiner sa recette de succès, s'entourer avec la même équipe, et puis dit hop, c'est bon, je suis sur des rails. C'est là où ça change. C'est-à-dire que depuis, il y a eu 5 films faits par des réals différents. Et là, maintenant, le 6e, il sera fait par le même. Mais beaucoup de sagas ont tourné comme ça. La saga Harry Potter a fait pareil. Ouais. Oui. Les 2 premiers, c'est Chris Columbus. Oui, après t'es parti sur Alfonso Cuarón. Le 4, je sais plus trop. Et à partir du 5, c'est David Yates. Et après, il a imposé sa patte un peu sombre. Et t'as beaucoup de sagas qui font comme ça. J'avais pas pensé à ça. Bien vu. Donc là, pour celui-ci, le budget remonte un peu. 178 millions pour un box-office mondial de 786 millions. Le plus gros box-office à ce moment-là. Tom Cruise est toujours entouré des mêmes acteurs. On rajoute juste Henry Cavill en méchant, entre guillemets. Donc notre Superman des années 2018. Toujours aussi impressionnant. Une petite escapade à Paris, quand même. Avec une tension attentat, quand même. Même dans le film, je trouve qu'on le ressent, même en France. La France était avec les soucis des attentats et le film, franchement, plutonium, attentat. Et on était dans un truc un peu glauque. J'ai trouvé ça pas mal, moi, qui parle de ça à ce moment-là. Ça faisait assez actuel, quoi. Mais même si, évidemment, l'histoire, là, elle est un peu plus banale, je trouve.
Ça fait un peu une suite au précédent, chose qui n'avait pas trop dans les films d'avant. Là, tu commences à instaurer une suite et à prendre en compte ce qui s'est passé un peu avant. Bon, les scènes sont toujours aussi folles. C'est là que Tom Cruise s'était blessé à la cheville. Une cascade, il passait d'immeuble en immeuble et puis en fait, il a fait un mauvais atterrissage. Non, il se prend un immeuble. S'écraser. Ouais. Et c'est la scène qu'ils ont gardée. Et il repart et il boite. Il boite, il repart et en fait, il s'est cassé la cheville. Il s'est cassé, quoi. Ouais, c'était assez impressionnant. C'est la scène qu'ils ont gardée, parce qu'après, il l'a retournée. Mais... Donc, il y a eu un tournage arrêté, enfin bref. Et il a aussi piloté un hélicoptère, donc il a passé son diplôme pour vraiment piloter. La scène, c'est le climax, c'est la dernière scène. Il pilote vraiment, encore une fois. Ouais, c'est millimétré. Tu peux regarder les making-of, c'est impressionnant. Hein. Là, tu peux pas l'enlever, c'est lui sur les plans. Enfin, il s'amuse, quoi. Des plans, c'est filmé. La scène, où il est accroché à l'hélicoptère en bas. 2 ans pareil, pour dessiner et réfléchir à la scène. Il veut pas de CGI et ça, je trouve que c'est une vraie plus-value encore une fois. C'est sa patte, enfin, c'est le truc qu'il a gardé, mais qui lui réussit, jusqu'à maintenant. Pour moi, oui. C'est rondement mené, quoi. Voilà, donc un épisode bon. Je trouve pas que ce soit le plus marquant. Enfin, c'est pas le plus marquant, mais quand même, je le trouve efficace, un peu plus dark aussi, un petit peu, je trouve. Même. Oui, on parle un peu plus de lui, on revient un peu, on remet sa femme sur le devant de la scène, enfin un petit peu, qu'on avait vu dans le 3. Ouais, on le sent encore dans la possibilité de pouvoir aimer, quoi. Le mec se donne à la nation, mais pas... Ça fait un peu ça, de toute façon, il y a une comparaison, en fait, avec, comme je disais, avec sa vie privée, c'est vraiment... Il a pour mission de se donner pleinement pour son boulot, que ce soit dans les films ou... dans la vie réelle, et se permet de ne pas avoir de vie privée, comme il le fait maintenant dans sa vie à lui. Ouais. Tu sais rien sur sa vie privée maintenant. Il a appris, il s'est entouré, il a quand même, je crois que c'était après, alors, je sais pas s'il l'a maintenant, mais avant, à un moment donné, après toute cette histoire avec Oprah Winfrey, après il s'était entouré d'une conseillère en fait en communication, qui lui a dit pour savoir ce qu'il fallait dire, ne pas dire, et puis contrôler en fait toute sa vie privée. Oui. Puis d'autant que ça intéresse personne. Mais... Exactement. Ethan, quel est ton objectif? Quel est ton objectif ultime? Vos vies compteront toujours plus à mes yeux que la mienne. Aucune de nos vies ne doit compter plus que cette mission. Je ne suis pas d'accord. Donc après, il va enchaîner forcément sur le 7 qui sortira en 2023. Avant celui-ci, il y avait eu Top Gun 2. Gros, je me permets de le placer parce que c'était quand même son plus gros succès, même encore maintenant. Je sais plus d'1 milliard de recettes dans le monde. Gros succès public, commercial, enfin voilà. Et donc il enchaîne derrière avec la promesse d'une conclusion à la saga en 2 parties, enfin en 2 films. Donc, Mission Impossible Dead Reckoning, qu'on avait à l'époque appelé partie 1. Et là on explose le budget. On passe, donc celui d'avant était à 175 millions, là on est plus proche des 300 millions. Et alors là maintenant on va pouvoir me dire pourquoi ça a explosé au niveau du budget. On était en période de Covid. Et donc en fait il y avait beaucoup de sécurité autour de ça. D'ailleurs il y a une vidéo qui circulait au moment du tournage où on le voit péter un câble sur tout le monde parce qu'il est en train de dire qu'il passe ses soirées au téléphone pour que tout se passe bien, que les assurances soient... Enfin, que le film puisse continuer à tourner. Grosse pression. Et puis, après, là, c'est le côté où je me dis, c'était un peu mise en scène, parce qu'il dit... comment il dit ça? Il dit, on est l'avenir du cinéma. Enfin, tu vois, il mégalo, porte. Quoi. Ouais, c'est le côté... Et donc, 300 millions. Et là, c'est la douche froide, parce que le film rapporte que 571 millions. Ouais. Alors que là, il s'attendait... Non, mais je pense qu'après le succès de Top Gun, qui était aussi chez Paramount, il s'attendait à ce qu'en fait, il réitère le truc. Sauf que là, ça a un peu ralenti, je pense, les... Mais depuis que c'est Macquarie, je trouve qu'ils se ressemblent, comme tu parlais d'identité de réalisateur. Effectivement,
les derniers se ressemblent. Moi, je les trouve efficaces. Moi, je trouve que tu peux vite les confondre. Hein. Et tu peux vite les confondre. C'est le problème, il manque une identité par rapport aux autres. C'était Mais moi, je les trouve divertissants, en fait. Je les trouve divertissants et je crois que c'est vraiment ce que veut faire Tom Cruise. Je trouve que, en revanche, que le climax est hallucinant. Hallucinant. Je crois que c'est un de mes préférés, si c'est pas le préféré. C'est ma course en voiture. Ouais, la course en voiture aussi. C'est la course en voiture. C'est la meilleure, une des meilleures. Elle est drôle. Ouais. Elle est, encore une fois, hyper bien découpée, mais elle est drôle, ça ne s'arrête jamais. Et je trouve vraiment que le climax du train est génial. Je me souviens d'être au cinéma et d'en redemander. Ça s'arrête jamais. En fait, tu vois, tout le reste est impressionnant, sauf ce qu'ils ont fait autour de la promo. En fait, la promo s'était portée sur la scène de la cascade de la moto où en fait il saute d'une falaise. Ce qui s'entend. Hein. Il nous avait, franchement, ils nous avaient rabâché le truc. On la voyait partout. Et en fait, quand tu la vois, tu fais. C'est qu'elle arrive en plus après le train. Avant le train. Mais elle est tellement anecdotique. Parce qu'en fait, je sais même plus. moi, franchement, je préfère toute la course-poursuite en voiture qui est beaucoup plus ludique, en fait, avec les parallèles et tout. Hyper drôle. Ouais, voilà, et hyper drôle. Et c'est vrai que tu apportes une petite touche de cartoon, tellement c'est. Tu vois, le fait que la voiture elle fasse des tonneaux et que Tom Cruise échange sa place de conducteur avec sa nouvelle compagne. Hayley Atwell, vue dans Marvel aussi, qui a un nouvel apport féminin dans la saga, qui vient un peu remplacer Rebecca Ferguson, pourtant qui est encore présente, mais c'est un petit apport. C'est qu'on se demande ce qu'ils vont faire, quoi. Est-ce que... je pense qu'ils savent pas. Oui. Ouais. Oui, on va spoiler. Rebecca Ferguson. Voilà, Rebecca Ferguson qui meurt dans celui-là. Alors, je sais pas pourquoi. Pour plus d'intensité, il y a un autre mort, on va en parler dans le 8, mais... Ouais. Je sais pas du tout. Et puis oui, j'y reviendrai, mais en abordant le 8, en fait. Moi aussi. Moi, ça reste quand même un de mes préférés, je pense. Il est très bon. Honnêtement, je me suis refait là pour le podcast. Je trouve juste qu'il y a quand même un peu long. Il y a une petite longueur, mais je trouve qu'il est... longueur, mais c'est quand même efficace. Les scènes d'action sont efficaces. Je peux signer pour ça. Et le problème, c'est qu'il n'y a pas d'antagoniste, quoi. Enfin, à part Kittredge qui revient, qui était pas le méchant, mais qui était celui qui gère toute la FMI, quoi. Ouais, qui gère la FMI dans le premier. Donc qui revient. C'est impossible. Bon, pourquoi pas. Mais le fait que l'entité, en fait, ce soit une intelligence artificielle, c'est pas simple parce que c'est pas palpable, quoi. T'as pas un vrai méchant. Et ça peut peut-être jouer en la défaveur. En revanche, on peut parler d'un tour de force qui, pour moi, est vraiment un tour de force. C'est aussi la scène de double espionnage à l'aéroport, qui est hyper bien montée et qui est hyper compliquée. C'est-à-dire qu'ils sont suivis par deux personnes, ils sont à trois, en fait, à jouer au chat et à la souris. Et en termes de réalisation et de montage, c'est très complexe. Et on comprend tout, et c'est limpide. Moi, c'est des grands moments de cinéma, ça, je trouve. Donc ça, c'est bien fait. Et puis, on a reparlé. Non, c'est très ludique. Moi, je trouve que l'épisode fonctionne bien. Ah, il fonctionne super bien. Ouais. Et donc, on pouvait avoir pas mal d'attentes pour le grand final. Grosse attente. Pareil. Votre équipe a été trahie, Ethan. Tous vos secrets compromis. Tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez fait, a conduit à ça. Vous lui avez donné un porte-avions. Nos vies sont la somme de nos choix. C'est ta raison d'être, ta destinée. Je n'ai pas de regrets. Tu ne devrais pas en avoir. Tu dois me faire confiance. Une toute dernière fois. Donc, enfin, on arrive après un bref résumé, un gros résumé de la saga Mission Impossible. Oui, c'est quand même pas mal. Hein. On arrive sur Mission Impossible 8. Tant attendu. Tant attendu parce que combien de...
Enfin, il devait beaucoup teaser. Enfin, c'était un gros teaser quand même le volet précédent, quoi. Enfin, ça t'annonçait quand même un en final. 2024 ou 2023 à l'origine. 23, je pense. Ouais. Dès le 7, en fait, on savait que ça allait être en 2 parties. Ouais. Donc c'était assez incroyable. On savait ça que a été repoussé. Donc, Mission Impossible The Final Reckoning, réalisé toujours par Christopher McQuarrie, avec un budget de 400 millions. 100 millions, ouais. C'est énorme. Bon, avec la grève des scénaristes, il y a eu pas mal de grèves. Des arrêts. C'est pour ça. Ouais, des arrêts. Hyper C'est complexe. un peu pour ça que c'est dans ces chiffres-là, on va dire. On retrouve toujours la même team. Tom Cruise, Hayley Atwell, vu aussi dans le volet précédent. Simon Pegg, Ving Rhames, Vanessa Kirby. Non, je suis même pas sûr qu'on la voit dans celui-là. La blonde. Non. On la voit pas. Non. Comme Rebecca Ferguson. Ouais, comme Rebecca Ferguson. Je commence à mélanger les deux. Ah, mais ouais. Donc, dernier volet de la saga qui est censé conclure l'arc narratif d'Ethan. Alors, d'abord, qu'en as-tu pensé ? En une phrase, la situation mondiale du film n'a jamais été aussi critique et le scénario n'a jamais été aussi mince. J'ai trouvé ça assez pauvre en termes d'histoire et en plus j'ai trouvé ça répétitif, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de dialogue et d'histoire et en plus le peu de dialogue, on se le retape 3-4 fois et je trouve que c'est assez indigeste. Quoi. Assez décevant. Donc j'ai été déçu, ouais. J'ai été déçu parce que j'en attendais beaucoup et je le trouve moins haletant. Je trouve qu'il y a très peu d'humour alors que logiquement il y en a toujours. Je trouve qu'ils font un truc faussement méta, tu vois, un truc très très sur la fin du monde. Je trouve ça un petit peu lourdingue et voilà, et très mégalo aussi, alors, assez décevant. Ouais, je pense que là-dessus, on en parle de la mégalomanie de Tom Cruise, je sais pas. Et je m'en veux parce que en fait j'ai réalisé au bout du 8e film, et c'est marrant parce que tu en as parlé au début de l'émission sur Mission Impossible 2 où il est en train de faire l'escalade sur le Grand Canyon. En fait, j'ai pas réalisé la dimension christique en fait, du film et ça m'a sauté aux yeux, mais alors, mais complètement quoi. En fait, je pense qu'il se prend vraiment pour Jésus-Christ, tu vois, parce qu'il a ses propres disciples. C'est vrai que vu comme ça, il est là pour le sacrifice de l'humanité. En fait, il va sauver l'humanité. Il est célibataire, donc il n'a pas d'histoire amoureuse en fait. Il est comme asexué. Il y a toujours une ambiance de fin du monde. Il y a la position de croix dans l'eau là qu'il est là quand il est au-dessus du sous-marin. Et puis il y a la résurrection même. On va le ressusciter. Ouais. Donc, en fait, il se prend pas pour Dieu, mais il se prend pour son fils quand même. Ouais, ce qui est assez énorme. Hein. Mais il va pas aller jusqu'au bout du sacrifice ultime, on va dire. Enfin, et en plus, déjà t'as raison. Il va pas aller jusqu'au bout. Chose que fait une autre saga dont on a parlé un peu plus avant dans l'épisode, un peu plus tôt dans l'épisode, James Bond. James Bond. Qui a osé. Oui. Enfin voilà, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, au moins, c'était un parti pris. Ils sont allés jusqu'au bout. Voilà, exactement. Qu'est-ce que tu en as pensé, toi ? Grosse déception. Hein. Je suis un peu comme toi, mais je pense beaucoup plus déçu que toi. Forte chance. J'ai du mal à sauver, en fait, même les scènes d'action, les 2 grosses scènes. Surtout la scène de l'avion. Je sais qu'on en avait parlé, bien aimé les 2 ces 2 grosses scènes, je pense, celle de l'avion et du sous-marin. Et moi, en fait, c'est lassé, je pense, de certaines scènes qu'on a peut-être déjà vues dans la saga ou qui font écho à d'autres scènes d'action de la saga. C'est inévitable, au bout d'un moment. Tu commences à te demander ce qu'il n'a pas fait, à part aller dans l'espace. Les trains, les avions, les motos. Bon, exactement. Le sous-marin. Ouais, non, mais l'espace. Les dinos. Mais l'espace, il n'est pas encore fait. Et le sous-marin, du coup, maintenant, c'est fait. Effectivement. Mais la scène est quand même. Je sauve cette scène-là qui est quand même très impressionnante. Ouais. Mais la scène des avions, j'avoue que j'étais un peu moins emballé. Peut-être que ça me rappelait trop la scène des hélicoptères dans le 6, je crois. Oui. Et alors, on voit toujours la perf de Tom Cruise. Je trouve que là, c'est quand même vraiment énorme. Ouais. Je sais que pour la scène, il s'évanouissait même
d'épuisement Ah oui, physique. d'accord. Ouais, il s'évanouissait, quoi. Tellement c'était trop puissant. En même temps, tu es à 2 km du sol. Oui, tu vas me dire, oui. Et je trouve qu'elle est longue et très bien réalisée. Et on voit qu'il est brinque-ballé. On se dit que c'est épuisant physiquement, quoi. Et je trouve qu'il va loin. Elle est réussie pour moi. Elle est réussie et longue. Et c'est vrai que par contre, elle est longue. Et en plus, j'ai trouvé que Gabriel meurt connement. J'ai trouvé ça drôle. Sa façon moi, ça m'a sorti aussi. Ça fait sortir. Ça m'a sorti. Ah, décidément, t'as encore moins aimé que moi. Ben oui, je suis désolé. À part, je te dis, la scène du sous-marin, qui est quand même une grosse scène du film, qui dure 2h49. Quand même le plus long film de la saga. La scène du sous-marin dure quand même peut-être 20 bonnes minutes. Enfin, c'est quand même une grosse scène d'action. Enfin, c'est pour ça, elle est très bien filmée. Enfin, c'est très bien shooté. Il y a une tension permanente. Enfin, il finit impressionnant. En slip. Oui, il finit en slip. Oui. L'eau doit pas être chaude. Non. Mais oui, donc elle est belle cette scène. Ouais. On y reviendra peut-être un peu plus tard. Mais pour revenir un peu plus ce qui me gêne, c'est vraiment le scénario et c'est pas bon du tout. Enfin, comme on disait, enfin on l'a pas trop précisé, mais ça faisait déjà plusieurs films que on le sait, et puis là ça se sent encore plus que les scènes d'action sont pensées avant même l'écriture du scénario, et en fait le scénario vient s'emboîter autour de ces scènes d'action. Certains Indiana Jones. Ouais, c'est un peu, hey Tom, tu veux faire quoi dans le prochain? Hey, j'aimerais bien me sauter du 5e étage avec. Voilà, c'est ça. Exactement. Ah, ok, on va faire ça, et puis voilà. Et là, ça se sent énormément, quoi. Et je trouve que... Ouais, enfin, il n'y a quand même pas grand-chose. C'est très long et pas du tout haletant. Ah non, mais je suis d'accord avec ça. C'est ça le problème. Qu'est-ce qu'il s'est dit pour ce film? Je sais pas. Bah déjà, tu arrives, ces 5-10 premières minutes, tu le vois en train de mettre une cassette dans le magnétoscope et puis de se faire une rétrospective de lui-même, quoi. Je vais regarder ce que je fais. Tu vois, on en parlait déjà, il a un sacré ego, mais là, c'est gênant au possible. C'est vraiment regarder tout ce que j'ai pu faire dans la saga, tout ce que j'ai accompli. Des images, des films, mais c'est pas possible. C'est le sauveur. Et en fait, c'est vraiment le sauveur de l'humanité dans le film, et il se donne en sauveur du cinéma dans le monde réel. Le parallèle est fou, je trouve. Ah ouais, c'est choquant. Ouais. Et plusieurs fois dans le film, en fait, il y a ce moment où il a un ego surdimensionné, on est obligé de rappeler tous les exploits qu'il a fait, enfin, même la présidente, quoi. On en discutait. Mais oui. Enfin, qui vient la remercier, quoi. Insupportable. Ah, merci pour ce que t'as fait. Tu l'as pas fait qu'une fois. Non, mais arrête. Même tous les conseillers qui sont là, regarder son dossier. Ah ouais, putain, la vache. Il est rentré dans les locaux de la CIA. Ouais, c'est bien. Ouais. Avec les flashbacks qui vont avec, évidemment. L'humilité, c'est pas son truc. Ouais, mais là, enfin, tu vois, à petite dose, ça me gêne pas, mais là, c'est trop. C'est pour ça que je pense que c'est vraiment une bonne chose que ça tire à sa fin. Tu vois. Ah, mais oui, ça s'essouffle. Là, c'est vraiment oui. On arrive au bout d'un cycle, quoi. C'est évident. Bah, puis de toute façon, la mort de Luther, le pauvre acteur, je vais pas être méchant, mais dans la plupart des films, il est surtout assis dans un siège. Bah oui, puis il y a note. Je suis le meilleur, toi. T'es le meilleur, toi aussi. Ah oui, évidemment. Et la mort, bah tu vois, c'est une mort qui n'est pas déchirante du tout, je n'y crois pas. Et il est là à faire l'éloge d'Ethan, encore une fois, à dire t'inquiète pas, ça va aller. Je suis là, t'es du bon côté, je suis du bon côté. Ah ouais, ça m'a rien fait. Moi, la mort m'a rien fait de. Tu vois, pour revenir un peu sur quand même la principale menace du film, normalement c'est l'IA, qui était déjà la menace du 7e, bien sûr. Qui était beaucoup plus présente dans le 7. Enfin, tu vois, on sentait la menace. Et là, dans cet épisode-là, c'est une scène du début où il fait une petite conversation avec l'IA. On ne sait pas pourquoi elle veut déglinguer toute la planète. On ne sait pas du tout les motivations. C'est expédié en 20 minutes et on n'entend plus jamais parler de l'IA. Enfin, je veux dire, c'est jamais réabordé comme une menace. À aucun moment, elle pourrait, je sais pas, faire péter des trucs, empêcher Tom Cruise d'aller chercher en fait au fond du sous-marin. Il y a rien du tout. Parce que Gabriel, je voudrais pas dire, mais enfin, il est effacé plus là dans celui-là en fait. Tu sens que. Non, c'est très paresseux. Hein. C'est trop très paresseux. Et tu sens qu'il ne sait même pas, je pense lui ne sait pas comment conclure en fait sa saga. Enfin, Ah bah il est coincé. Il est coincé. Il veut pas, c'est pour ça qu'il meurt pas. Alors qu'il y avait des idées qui étaient quand même. On revient sur le personnage de Rebecca Ferguson qui meurt, mais très. Enfin. Il s'attache pas aux gens. C'est Rebecca. Dans le 7, ça me faisait mal au cœur. Je me suis dit, putain, c'est pas possible, c'est un personnage auquel tu t'attaches parce qu'il était plutôt bien écrit et qui était à peu près l'égal d'Ethan. Ah, complètement.
et qui meurt, mais Personnage c'est fort. une scène qui est expédiée. Tu sens qu'il est touché dans le 7, et là, dans le 8, on n'en parle pas. Pas du tout. Alors qu'il y avait j'avais pas vu une très belle théorie qui disait que ça pouvait être un twist, tu vois, vraiment l'IA qui n'a pas vu venir en fait que le personnage de Rebecca Ferguson n'était pas mort peut-être, et qu'il revenait comme ça dans un twist qui aurait pu sauver un peu la mise. Et non. Donc bon, je dis ok, ça pourquoi pas, tu veux pas me la faire revenir, pourquoi pas. Même pas dans un flashback, Ethan n'en parle jamais. Alors que c'est quand même un personnage qui est remplacé par l'actrice qui est chouette. 3 films. Un personnage qui a fait quand même 3 films. Oui. Et on te l'expédie comme ça. Ouais. Non, c'est moche. C'est nul. Elle est remplacée par l'autre comédienne. Elle est Atwell, qui est très bonne, mais qui est meilleure dans le 7. Et là, dans le 8, on lui donne rien à faire. Non. Mais comme toute son équipe n'a rien à faire. Non. Il n'y a plus de travail d'équipe, tu n'as plus de masque, il n'y a plus de gadgets, il n'y a plus de plan. Là, c'est vraiment Tom Cruise qui sauve le monde. Voilà, on est en mode fin du monde et je suis le sauveur. C'est trop maigre. Parce qu'on nous ramène la patte de lapin. On en parlait de cette patte de lapin du numéro ramification, 3. Ramification. Super. On essaie justement de raccrocher tous les wagons de la saga. Certains sont intéressants. Je suis d'accord, mais la patte de lapin ne l'est pas. Toi, ça passe pas la patte de lapin. Mais non, mais heureusement. Enfin, je veux dire, c'est génial. Merci JJ Abrams de pas avoir surtout divulgué ce qu'était la patte de lapin dans le 3, parce que sinon, je sais pas ce qu'ils en auraient foutu. Ça me dérange pas. Mais tu vois, je trouve que ça aurait pu être un sujet intéressant de dire que en fait, il a quand même volé la patte de lapin et que tout ça c'est de sa faute pour sauver sa femme. Mais je trouve que c'est même pas un sujet sur lequel il aurait pu tu vois, il s'apitoie pas sur lui, tu vois, en disant putain mais tout est de ma faute et tout. Je trouve que c'est pas assez approfondi. C'est vite fait évoqué, mais très peu, pas assez. Oui, c'est très peu. C'est une ramification qui est, ça fait une paresse, pas une paresse d'écriture, mais c'est trop léger. Tu vois, on voit même pas sa femme. Tu me fais revenir ça, tu me dis bah voilà, c'est de sa faute s'il y a ce problème-là. Putain, mais je sais pas, qui est sa femme qui dise non, c'est pas de ta faute, ou qui essaie de l'aider. À aucun moment, tu fais même pas revenir sa femme. Non. De toute façon, il l'avait déjà expédié dans le 6. C'est déjà effacé, mais par contre, ça donne de l'épaisseur à l'épisode 7 et 8, je trouve. Ça donne de l'épaisseur quand même, de mettre cette patte de lapin et oui, tu essaies de te raccrocher le personnage du méchant du 3 là, de Seymour Hoffman, qui est franchement cool du coup. Ça, moi je trouve que c'est une bonne chose. Par contre, le fils de Phelps, Jim Phelps, ça sortait de nulle part et je n'ai pas compris en fait. Que ce soit son fils. Ah ouais. Et puis tu vois, c'est toi qui me le rappelle parce que j'avais complètement oublié en fait. De quoi? Mais ce que c'était qu'ils avaient été fous de ça dans l'écriture du personnage. C'est choquant. Je ne vois pas à quoi ça sert. C'est choquant. Pourquoi? Pour donner de l'épaisseur, mais c'est moche. Hein. Faut pas faire ça. Pour que le mec il ait confiance en Ethan, qu'il apprenne à avoir confiance en Ethan. Non mais arrête ton chat. On s'en fout, ça fait déjà un épisode qui est en train de lui courir après. Il avait 30... Non mais c'est pas vrai. On n'y croit pas. Le personnage ça peut sortir d'histoire. Ouais. Le personnage qu'on retrouve en Alaska, qui faisait partie du 1, ça je veux bien l'accepter. C'est acceptable. C'est plutôt bienvenu, ça aurait pu être un clin d'œil comme ça, mais c'est déjà pas mal. Au début ça m'a choqué, et ce qu'ils en font, parce que le personnage est intéressant, du coup ça passe. Oui, mais tu sens la faiblesse d'écriture quand même, ils sont obligés de te le ramener par flashback, pour te rappeler en fait que c'était quand même au début. Ah, mais ça c'est pour les stupides. On t'accompagne beaucoup trop. Enfin, après, tu vois, j'ai été le voir avec justement Camille, et elle me dit, mais non, mais moi, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a permis de tout comprendre. Elle qui n'a vu que le 7, oui, elle a suivi le film, mais voilà. Ouais, pour ceux qui aiment la saga, excuse-moi. Et ceux pour qui aiment la saga, je pense que c'est comme si tu remettais un corps à gaver, et c'est un film qui s'étire beaucoup trop, pour ce qu'il a raconté. Ouais. Mais en fait, le 7 et 8 auraient dû être un seul film, déjà, je pense. Ou faire un final qui n'a pas besoin de 2 parties. Tu faisais un 7 peut-être sur autre chose ou... Mais il se donne de l'épaisseur là où il n'y en a pas en fait, et ça fait l'effet inverse. Pour moi, s'il fallait vraiment vu qu'il ne veut pas mourir dans ses films, c'est le problème de Tom Cruise. C'est une erreur. Il fallait qu'il passe peut-être en rôle de mentor, avec une relève derrière, et puis lui il s'efface au fur et à mesure. Ça aurait pu fonctionner comme ça. Et je pense qu'il fallait le faire comme ça. Qu'il prenne la place de son mentor dans le premier film. Il en est incapable. Et là, il en est incapable. Il en est incapable, j'en suis sûr. Il est trop orgueilleux. De toute façon,
C'est c'est cool. Je vais pas citer un grand film, The Dark Knight, qui disait soit tu deviens le héros, soit tu vis assez longtemps pour endosser le rôle du méchant. Ça aurait pu être un super twist, mais ça fait un peu ça. Ah non, il c'est en une est mauve- pas capable. Non, il en est pas capable. Non. Mais de toute façon, il prendra aucun risque. Et puis Il l'a cette fait, fin il l'a fait avant, quand il a fait le méchant quand il faisait les stats dans. Ce qu'il faut savoir, Entretien que avec l'Empire. c'était prévu à un moment donné, dans un des scénarios, je sais plus si c'était pour la fin du 1 ou peut-être le 2 ou le 3, ils avaient prévu en fait de le faire basculer. Alors, bon, bien sûr, Tom Cruise a mis. Ouais, il y a eu une idée de scénario comme ça, écrit par je sais plus qui, je pense que c'était pas David Kopp. Et l'idée était pas mauvaise, pourquoi pas. Enfin, c'était avant que ça devienne une superstar, justement, pour cette saga. L'idée était pas bête. Bon, maintenant, tu peux plus le faire, évidemment, avec le 8. Là, ça aurait crié encore plus au scandale, je pense. Mais là, je suis désolé, hop, mission accomplie. On se regarde sur une place, et puis, allez hop, on se revoit peut-être pour le prochain, et t'envoies la musique. Ouais, non. J'étais là, franchement, au générique, je dis, mais tout ça pour ça. Ouais, c'est décevant. T'as Je serais même plus pas ça envie de me... le revoir. Non, t'as plus... Non, mais vraiment. Tu vois, je me suis dit, bon, j'irai peut-être le revoir au cinéma, mais non, j'ai pas eu l'occasion. Sorti Il le y en a- film, je me suis ouais. dit, je vais pas le revoir tout de suite. Ouais. Exactement. Bah, tu vois, alors bah, que j'avais le fait 7, ça. pourtant, je peux le revoir sans problème. Je trouve qu'il passe mieux. Il y a des très belles scènes d'action mieux chorégraphiées. Même McQuarrie, je pense qu'il arrive au bout d'un cycle. Le mec, il a fait que ça, alors C'est que sûr. faut qu'il passe à autre chose. Et c'est sûr. Et je pense qu'ils ont été dans l'urgence aussi de réaliser, parce que je me suis pas trop renseigné dessus, mais comme c'était 2 parties, je me demande si certaines scènes n'étaient pas tournées déjà un peu avant la sortie du 7, et qu'ils ont dû retravailler le scénario après le semi-flop du 7. C'est pour essayer de peut-être dire, on va peut-être faire moins compliqué et que ce soit plus facile à comprendre ou structuré. Parce que je pense qu'ils étaient partis sur autre chose à la base. Je pense on le saura plus tard, dans les making-of, tout ça, ou quand ça va un peu, les langues vont un peu se délier, mais je pense qu'à la base, ils n'avaient pas une idée comme ça. Je suppose. Je m'avance peut-être, mais le semi-échec du 7 a dû retravailler, je pense, le film, le 8e. Ouais, mais commencer par le titre, changer le titre. Ouais, c'est un aveu d'échec, ça. Ouais. Déjà, tu changes le titre. Non, mais il est un c'était peu coincé. Je pense qu'il accepte pas que ce soit fini. Il accepte 62 ans. Il a je tellement. comprends pas qu'il C'est un très bon acteur, et tu sens que c'est ça qui me fait mal au cœur. Ça me fait chier de descendre le film comme ça, parce que j'aimerais l'aimer, mais voilà, après il faut être réaliste aussi. Parce que tu sens qu'il aime le cinéma. Tu peux pas lui enlever ça. C'est un passionné de cinéma. Il est fou de cinéma. Il vit pour le cinéma. Il mate un nombre inconsidérable de films par jour. Il est très cultivé. De tout, ouais. Et il connaît Bien tous sûr. les métiers, comme on disait, qui entourent un tournage. Mais là, il s'est enfermé dans une bulle égocentré au possible. Et puis il est devenu cascadeur. En fait, il fait un seul rôle depuis 20 ans. C'est le problème, en fait. Il sauve le monde. Il pourrait avoir un Oscar de C'est meilleur Chris. de cascadeur. Ça, pour ça, je lui enlève pas du tout, même si, bon, je pense que la scène de l'avion, je pense qu'il y a 2-3 fonds verts quand même. Il y a des moments où ça sent... Je lui enlève pas que la cascade est faite, parce que j'ai vu des making-of et tout, évidemment. Je pense qu'il y a des raccords quand même qui sont faits avec... C'est sûr. Voilà. Oui, comme les motos, comme tout. Évidemment. Mais... Ouais. Voilà, la scène du sous-marin est impressionnante. Oui, elle est super. Vraiment, c'est très bien calibré. Il y a très peu de musique. C'est dans un silence. C'est bien tendu. Tu es en apnée avec lui. Franchement, tu me ça vendais marche bien, ça hein. pendant tout le film. Mais c'était Mais nickel. il avait avancé. Ce que je comprends pas, c'est qu'il avait avancé sur l'esprit de l'équipe, sur plein de choses. Et là, on est sur un truc christique. Je veux sauver tout le monde. T'as un flambeau de donner à Simon Pegg. Tu sais, il y a bah tiens, maintenant tu gères l'équipe. Je dis peut-être qu'il va mourir en fait. Mais non, pas du tout. De toute façon, comme je te disais, les 10 premières minutes, quand tu fais un film comme ça sur toi-même, tu mets dans un magnétoscope, si tu peux pas te tuer, c'est pas possible. Quand t'as un ego comme ça, c'est mort. Mais où est sa curiosité ? Où est la curiosité de Tom Cruise ? Au-delà de la cascade. Franchement, quand tu cherches à faire... quand il partage l'affiche avec Brad Pitt, tu vois, pour Entretien avec l'Empire, c'est pas rien quand même. Là, en termes d'ego, on sait que c'est pas simple et il l'a fait. Mais tu sais, oui. Un autre truc qui montre un peu son ego, c'est que tu vois, regardez, je vous invite à le faire, vous reprenez toutes les affiches de films de Mission Impossible et vous prenez la dernière.
C'est un gros plan sur Tom Cruise. C'est juste la tête de Tom Cruise. Je te l'ai montré tout à l'heure, tu peux regarder. Ouais. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a plus un seul personnage sur l'affiche. Ouais. Enfin, voilà. J'ai vu une autre affiche où c'est... mais celle que tu vois partout, c'est sa tête à lui. Enfin, c'est... Ouais. Et là, dans celui-là, c'est vraiment... Enfin, moi, je vois Ethan qui doit sauver le monde et Tom Cruise qui essaie de sauver le cinéma, mais c'est... Ouais. Faut arrêter. Je pense que le succès de Top Gun 2 lui a donné un peu trop d'aile et que là, il s'est un peu trop approché du soleil. Dans son penchant, alors qu'il aurait dû continuer avec un peu d'humilité. Je pense que alors je sais pas, ça sera peut-être pas un échec, mais ça sera pas une totale réussite. Ça a peut-être un peu je sais même pas. J'ai pas regardé les critiques. Qu'est-ce qu'en disent les critiques? C'est très divisé. C'est divisé au possible. Ils parlent pas de chef-d'œuvre. Pas du tout. Pas du tout. Mais après, je pense que peut-être que nous, on est blasés. Beaucoup de mon entourage ont été le voir aussi, ont beaucoup aimé. Je sais que Camille a beaucoup aimé. Oui, on n'est plus que tous les deux. On a perdu 2 agents en route, moins passionnés par la saga. Donc, ils sont partis en mission. Camille avait beaucoup aimé. Oui, pareil, dans l'entourage, tout le monde me disait j'étais accroché au siège avec lui dans la scène du sous-marin, la scène des avions et tout. Ou quand il court tout le temps en pressant, enfin tu vois, même les gens dans la salle réagissaient à des moments où j'ai dit putain, mais c'est moi en fait qui pue le... Je sais pas si tu peux le dire, ça vient de moi. C'est moi qui suis passé à autre mais chose. non, après, je pense que beaucoup ont été déçus, beaucoup se lassent aussi, comme je te disais. Je pense c'est que celui de trop, quoi. Ouais, puis c'est omniprésent en fait. La promo était assez folle. C'était partout. Ouais. Et puis, je pense qu'il faut vraiment s'arrêter. Moi, tu vois, j'espère. J'espère. Celui de trop. Ou recommencer à zéro en faisant un travail d'équipe, quoi, comme la série originale. Revenir à la série originale. Qui était franchement Pourquoi sympa. pas, si tu me proposes quelque chose de totalement différent, tu te dis, là, c'était l'ère de Tom Cruise. Un peu comme... Est-ce qu'il sera capable de faire à la manière de James Bond, de passer un relais au niveau acteur? Mais non, je ne crois pas. Je pense pas. C'est son bébé. Ouais. Quoi qu'on en pense de... C'est lié à sa carrière et à sa vie. Ah, mais c'est fascinant de voir... je pense qu'on n'a pas eu trop le temps de trop le développer, mais le parallèle entre la saga Mission Impossible et sa vie à lui, personnelle et professionnelle, c'est passionnant. C'est passionnant. Beaucoup d'anecdotes, de rebondissements et montrer en fait... ça monte en crescendo au niveau de son ego, c'est incroyable. On n'est pas prêt de revoir un film à la hauteur d'un Eyes Wide Shut ou d'un 4 juillet. Et peut-être là, il a fini de tourner avec Inarritu. Ah, ça m'intéresse. Donc voilà, voir pourquoi pas. Et ça veut dire qu'il reviendrait sur un film un peu plus d'auteur. Ouais. Après, ça m'intéresse. Ouais. J'ai vu une interview de McQuarrie qui disait qu'il avait bouclé le scénario de Top Gun 3. Il avait fait le scénario de Top Gun 2 aussi. Pourquoi pas? Je sais qu'il y a un autre film de prévu avec Christopher McQuarrie, justement. Alors, je sais plus, peut-être plus... ça sera quand même un film d'action, quoi, mais... Il y a Doug Liman aussi, avec qui il doit tourner dans l'espace. Ouais, c'est toujours en projet. De toute façon, c'est le dernier truc énorme qu'il pourrait faire en termes de film d'action ou de sensation sensationnelle, quoi. J'aimerais qu'il se rende compte que voilà, il a pris de l'âge et que maintenant il doit plus être dans des rôles comme l'était Paul Newman justement à son époque. Il faut qu'il soit dans un rôle de mentor. Se remettre à la disposition du réalisateur et pas l'inverse en fait. Quand il est avec Kubrick, c'est ce qui s'est passé. C'est certain. Oliver Stone et Pollack, les plus grands en fait. C'est quand même incroyable. Et à l'époque, il le faisait quoi. Et je pense qu'une fois qu'il a son statut de star et que Disney a décidé de le prendre pour faire Aladdin, ça y est, voilà, je suis une vraie star. Non, mais c'est ça. Je fais ce que je veux, et ce que je veux, c'est faire sauver le monde. Et moi, je ressens ça. Et c'est dommage, parce que je trouve qu'il avait du talent, il n'avait pas qu'une belle gueule. Et que je voudrais le revoir, en fait, dans un film fort, quoi. Et dans Collatéral, de Michael Mann. Enfin, il a même fait les rôles de salaud, quoi. Ouais, non, mais il a... Bref. Il a fait des sacrés films. Je pense qu'il y a eu une période où il était à la course aux Oscars, quoi. C'est certain. Il s'est cassé la gueule là, plusieurs fois, mais je pense que la scientologie, pour beaucoup, il a été un peu boycotté. Il s'est dit qu'il ne l'aurait jamais, et donc il est passé sur un cinéma plus d'action.
Il a essayé de trouver sa C'est ce recette, qu'il aime, il a je pense. trouvé sa recette, mais maintenant je pense qu'elle s'essouffle un peu quand même. Le super contrôle n'est pas forcément une bonne solution. Et C'est rigolo, mais... c'est dommage parce que je pense que la scientologie a dû lui fermer des portes. Il y a beaucoup de réalisateurs ou de personnes qui n'ont pas voulu ça a travailler été avec lui. dévastateur. Bah oui, Steven évidemment. Spielberg ne retravaillera jamais avec Et pourtant, ils sont... je pense qu'ils sont restés en bons termes parce qu'il y a même je suis pas sûr. Il y a eu une cérémonie où Spielberg est venu le voir en le remerciant pour le succès de Top Gun 2. Bon voilà, je pense que c'était peut-être par rapport aux caméras qu'il y avait autour. Ah non, mais je pense que Spielberg était honnête. Et c'est dommage parce que je trouve que pourtant leur collaboration, que ce soit sur Minority Report ou La Guerre des Mondes... de grands films. Ouais. Et je pense que La Guerre des Mondes est un de ses meilleurs films. Là où il est le plus humain. Où on le sent plus humain et pas un semi-dieu ou... Ah bah La Firme aussi. Et je trouve... Il y a des grands films quand même où il était très humain. On verra bien ce qu'il nous réserve. En tout cas, on ira avec enthousiasme. Et puis j'attends de voir vraiment. Je suis très curieux. Je dis juste que si on peut parler de Tom Cruise, je pense qu'il faut pour moi, il faut se recueillir sur son début de carrière qui est vraiment extraordinaire, quoi, et qui est presque une carrière d'auteur à certains points. Je trouve, il n'a pas fait que du cinéma d'action, et je pèse mes mots. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de refaire sa filmo, quoi. Mais je trouve et ça, Jerry Maguire, il a travaillé pour Paul Thomas Anderson dans Manuel. Mais oui. À une période en plus dingue où il a improvisé une scène sur son père qui était complètement dingue. Elle est dingue cette scène. Elle est complètement j'ai dingue, vu cette le scène. making-of. Qui était improvisé. Hein. Bref, il a eu ses grands moments et j'aimerais le revoir là en fait, qu'il soit au service. Et pour ça demande de l'humilité. Je pense qu'il l'a eu. Juste qu'il je pense que maintenant c'est un peu compliqué. Je pense qu'il y a beaucoup de réalisateurs qui se disent de toute façon, faut que je travaille avec Tom Cruise et son ego et son équipe. C'est une équipe bien rodée. C'est dommage. Donc je sais pas. Je suis peut-être à la recherche d'un truc qui n'existe plus. On verra. À voir. J'attends vraiment avec impatience Inarritu, je l'attends vraiment. Parce qu'Inarritu est un très grand réalisateur. Je l'attends. Je pense que là, il y a quelque chose à développer, à voir. Bah ouais. Et c'est assez curieux, de voir aussi, de comparer la carrière de Brad Pitt, parce que ça reste quand même deux figures, et de voir Brad Pitt qui a fait quand même plus de films d'auteur, même encore maintenant, tu vois. Bien sûr. Et de voir un peu ce que Tom Cruise aurait pu donner s'il avait pris le même chemin. Et tu peux pas t'empêcher de faire des parallèles avec d'autres, mais ça reste quand même... Je suis pas d'accord avec le fait que certaines personnes disent que Tom Cruise est le dernier grand monstre du cinéma, d'un cinéma d'action. C'est pas vrai du tout, je trouve. Ça reste une figure emblématique du cinéma d'action. Tu peux pas. Dans un système comme oui. Il l'a fait. C'est rare, quoi. Mais évidemment, c'est pas le seul. Pas à ce point-là. Mais oui, c'est pas le seul, évidemment. Et après, je suis pas un féru d'action, je m'y connais pas très bien, mais enfin. Non. Faut pas non plus exagérer. Bah oui. Mais voilà. Voilà notre petit ressenti sur Mission Impossible 8. J'espère que ça vous a pas trop refroidi. On n'arrive pas à le détester. Moi, j'arrive pas à le détester, Tom Cruise, malgré tous ses défauts, malgré tout son... Malgré sa vie perso, qui est pas forcément... Mais voilà, ça reste une figure assez passionnante et... Avec une carrière vraiment très intéressante, quand même. Ouais. Donc... écoutez, j'espère qu'on vous a donné envie de redécouvrir cette saga ou de la découvrir si vous ne connaissiez pas trop, ou toute sa carrière aussi. Et on vous invite quand même à vous faire votre propre avis sur Mission Impossible 8. Il faut encourager quand même ce cinéma parce que ça reste un cinéma. C'est un film popcorn, mais à voir sur grand écran. Ça reste à voir sur grand divertissement, quoi. Et de grands divertissements. Mais donnez-nous votre avis. Ça nous intéresse. On serait intéressé. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé du film. Si vous êtes d'accord, si on était. Et puis voilà. Pas très intéressant. Et puis surtout nous partager, parler de nous. Et puis à nous retrouver sur les différentes plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, Apple, Amazon Music ou YouTube. Et puis n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram aussi. Des bisous. Merci. Merci à toi. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut. Allez, salut. Mission